J'ai commencé à suivre le sport automobile avec la Formule 1 en 2007. Et j'avais que 8 ans à cette époque. Et je comprends très vite que le sport opposait les voitures argentées de McLaren aux voitures rouges de Ferrari. Et un dimanche comme un autre, c'était le Grand Prix du Canada. Trop cool en plus. C'est le soir. Bon, mes parents m'ont dit, tu regardes que les 30 premiers tours, d'accord? Tu as école demain. Les règles sont simples. Et je les ai suivies. Et au 27e tour, je vois ça. Oh, that's a big accident for Kubica, and a horrible accident going on there. He's moving his hands. Oh yes, he's had an accident very early on, and that was at maximum velocity. I've never seen a car crash like that in this circuit at that place. And he's certainly moving his hands about at that point. C'est la première fois de toute ma vie que je suis choqué en voyant quelque chose à la télévision. La toute première fois. Les commentateurs parlent d'un choc à plus de 200 km/h, un impact très impressionnant, il y a des voitures médicales, c'est impressionnant. Et c'est aussi la première fois que j'entends le prénom du Polonais Robert Kubica. Et la première chose que je demande à mon père, c'est... Où est la Pologne? 18 ans plus tard, je n'arrive toujours pas à croire que ce même mec-là, celui qui a fait ce crash impressionnant, allait gagner la course la plus difficile du monde, les 24 heures du Mans, sur une Ferrari jaune avec un bras en moins. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire du pilote polonais le plus célèbre du monde, alliant expérience exceptionnelle comme expérience traumatique, Robert Kubica. Vous êtes prêts? C'est parti! Robert Joseph Kubica est né le 7 décembre 1984 à Cracovie, deuxième plus grande ville de la Pologne. Il vit dans une famille assez aisée pour la Pologne de l'époque et développe son amour pour l'automobile et le sport auto en général grâce à son père. En effet, il lui achète dès l'âge de 4 ans des petites voitures avec lesquelles il roule sur des parkings vides le soir. Plus le temps passe, plus son père crée des petites voitures de plus en plus puissantes, capables même d'atteindre les 90 km/h. Et à 7 ans, il reçoit son premier karting, mais devra attendre ses 10 ans pour commencer la compétition. Sa famille, même si elle est assez aisée, n'est pas du tout assez riche pour permettre à un jeune enfant de réussir une carrière en karting. Et c'est pour ça que son père fera tout ce qui est nécessaire, il fera tous les sacrifices nécessaires pour permettre à son fils de réaliser son rêve, la Formule 1. Ça, c'est du père quand même. Le petit Robert, en plus, il est vraiment bon au karting. Pour faire simple, entre 1995 et 1997, il participe à 5 championnats de karting polonais en catégorie jeune. Et il est champion des 5. Il est ensuite repéré par l'équipe de karting CRG, qui le pousse à venir habiter en Italie à l'âge de 14 ans. En même temps, la Pologne n'est pas un pays super développé dans le sport automobile, alors que l'Italie, pour les catégories jeunes, c'est sûrement le meilleur pays en Europe. Il y apprend même l'italien sur place et en 1998, il gagne le championnat italien de karting, la Monaco Kart Cup, et finit deuxième du championnat européen. En 1999, il gagne encore ces 2 événements, mais aussi le championnat allemand de karting. Bref, il rafle tout dans les catégories jeunes et on comprend tout de suite que c'est un crack. En 2000, il y fait sa dernière saison en karting et finit 4e du championnat européen et du championnat du monde de karting. Sa carrière en karting est maintenant terminée, place à la monoplace. Prochaine étape pour intégrer la Formule 1. Lors de sa dernière saison de karting, il est déjà pilote de test de Formule Renault 2000 et devient pilote officiellement en 2001. Il participe au championnat européen et italien et avec 15 courses en cumulé, il obtient 2 podiums, une pole position, ce qui n'est pas mauvais pour une première saison en monoplace. L'année suivante, en 2002, il finit 2e du championnat italien de monoplace avec 4 victoires en 10 courses, ce qui est énorme, et il finira donc 2e derrière le champion José María López, un pilote qui a un tout petit palmarès lui aussi. Au championnat européen, il finit 7e avec 2 podiums, mais sans aucune victoire. Il y fait même une petite course au championnat brésilien de Formule Renault 2000, où il y fait la pole, le meilleur tour et la victoire. Saison 2002 réussie pour le Polonais. Pour la saison 2003, il intègre le championnat de Formule 3 Euro Series avec l'équipe Prema. Mais malheureusement, juste avant le début de la saison, il est victime d'un accident de la route, ce qui l'empêche de participer aux 6 premières courses de la saison. Pour sa course de retour, il connaît une situation physique difficile, mais gagne quand même la course. Impressionnant. Mais la suite est plus complexe à cause notamment de sa santé. Il termine 12e du championnat. En 2004, il enchaîne avec une nouvelle équipe, 3 podiums dans la saison, dont un à Macao, course la plus difficile du calendrier, mais sans aucune victoire, avec comme position finale au championnat une 7e place. Au vu de comment il conduit et au vu de sa jeunesse, on sait très bien que Robert Kubica fera partie des plus grands pilotes de tous les temps, ou du moins c'est ce qu'on prévoit pour lui. On le met au même niveau que des gars de sa génération que sont Lewis Hamilton, Nico Rosberg ou même encore Sébastien Vettel qui lui par contre est un peu plus jeune que ces 3-là. Mais bref, il est un peu comparé aux 3 meilleurs gars de sa génération quoi.
littéralement. Parce qu'en cumulé, Vettel, Rosberg et Hamilton, c'est 181 victoires en Formule 1, 381 podiums, 191 pôles et 12 championnats du monde. Pas du tout 3 pilotes importants pour l'histoire du sport, quoi. En 2005, il participe au championnat de Formule Renault 3.5 Series dans l'équipe Epsilon Euskadi. Il finit le championnat avec 4 victoires, 11 podiums, 3 pôles et le titre de champion à la fin. D'ailleurs, cette année-là que Robert devient pilote d'essai chez Renault F1. En parlant de Formule 1, il a failli faire une séance d'essai libre au Japon en 2005, mais malheureusement, la FIA a refusé sa super licence. Je n'ai pas les détails de pourquoi, mais c'est dommage. Mais il faudra attendre pour que Robert intègre la Formule 1. Mais sachez que la F1 c'est très proche parce que 2005 signe sa dernière saison en formule de promotion. En 2006, suite au titre de Robert Kubica dans les formules de promotion, Renault F1 Team veut vraiment intégrer le pilote polonais dans son effectif de pilote. Malheureusement, l'équipe est pleine. Alonso, Fisichella en pilote titulaire, Kovalainen, le jeune pilote finlandais qui est en pilote de réserve. Les effectifs de Renault sont full et donc ils peuvent pas prendre Robert Kubica. Mais en tout début d'année 2006, BMW Sauber F1 Team décide de tester le jeune pilote polonais et il intègre officiellement l'effectif de BMW Sauber, du coup en tant que pilote de réserve, en tant que troisième pilote, derrière les pilotes titulaires que sont Nick Heidfeld et Jacques Villeneuve. Et en tant que troisième pilote, BMW le met dans la voiture quasiment tous les vendredis de Grand Prix. Et d'ailleurs, il se montre souvent plus rapide que les deux titulaires. Mais lors du Grand Prix d'Allemagne, Jacques Villeneuve subit un accident assez violent et indisponible physiquement pour la prochaine épreuve en Hongrie. Cela laisse donc une chance à Robert Kubica de briller et de montrer son talent. C'est donc le 6 août 2006 que Robert Kubica rentre pour la première fois en Formule 1. Il se qualifie 10e d'ailleurs, devant son coéquipier qui lui est 11e. La course est sous la pluie, très difficile. Kubica montre un petit talent sur cette piste et finit 7e, donc dans les points. Mais la voiture sera malheureusement disqualifiée pour poids non conforme. Quel dommage. Et c'est le lendemain, donc le lundi juste après la course, que BMW annonce Robert Kubica comme pilote titulaire à la place de Jacques Villeneuve. Façon un peu triste de sortir Jacques Villeneuve quand même. Il reste 5 Grands Prix dans cette saison 2006. Il marquera des points qu'à une seule de ses courses, à Monza, où il finit d'ailleurs 3e après une course magnifique. Il signe donc son premier podium en Formule 1. Il finit 16e du championnat avec 6 points et BMW finit 5e du championnat constructeur. La saison 2007 est donc la première où Kubica est à 100% titulaire, aux côtés de Nick Heidfeld. Les débuts de BMW sont bons, ils sont la 3e force du plateau. Mais Kubica est dominé par Nick Heidfeld, même si on a une belle 5e place à Monaco, devant son coéquipier, ce qui est très bon. Et c'est là que nous arrivons au Grand Prix qui va tout changer pour Kubica. Lors du Grand Prix du Canada 2007, Kubica tente de dépasser Jarno Trulli, mais il touche la Toyota et s'encastre dans le mur à plus de 200 km/h. Le choc est ultra violent, environ 75 G, et le monde de la F1 est sous le choc. Kubica est tout de suite emmené au centre médical. Après ce choc aussi violent, Kubica sort juste avec un trauma crânien et une petite entorse à la cheville. Vraiment, les progrès de la sécurité d'aujourd'hui, c'est impressionnant. En 2007, quoi. Il sera interdit par la FIA de rouler au prochain Grand Prix, par sécurité. Et il sera remplacé lors de ce Grand Prix par Sébastien Vettel, qui signera son premier Grand Prix en Formule 1 à cette époque-là. Il reviendra au Grand Prix de France et continuera la saison sans problème. Il finit la saison à la 6e place du championnat, sans un seul podium, derrière son coéquipier, et suite à la disqualification de McLaren au championnat, BMW finit 2e du championnat constructeur. Et en vrai, au vu des progrès qu'ils ont fait entre 2006 et 2007, ça annonce vraiment du bon pour la saison 2008. Dès le Grand Prix d'Australie 2008, Robert Kubica impressionne. Il se qualifie en 2e position, il fait une très bonne course, mais devra malheureusement abandonner en s'accrochant avec la Williams de Kazuki Nakajima. Et le reste du début de saison, c'est très fort. 2e en Malaisie, la pole à Bahreïn, sa première et la seule de sa carrière d'ailleurs. Il finira que 3e lors de cette course malheureusement. Mais nouveau podium, ça montre clairement qu'il a un talent impressionnant pour le pilotage. Il finira même 2e à Monaco dans des conditions très difficiles pour le prouver à nouveau. Il a l'air d'aimer ce circuit. Il ne manque donc qu'une seule chose à Robert Kubica, la victoire. Lors du Grand Prix du Canada 2008, un an après son terrible accident, il se qualifie en 2e position derrière Lewis Hamilton. Et lors du 16e tour, Adrian Sutil gare sa voiture sur la piste et prend feu. La safety car est déployée et à l'époque, lors des safety cars, la sortie des stands est fermée. Et en voulant sortir des stands, Raikkonen et Kubica s'arrêtent pile poil devant la ligne. Mais ce qui surprend Hamilton. Hamilton essaye d'esquiver les deux voitures mais rentre dans l'arrière de Raikkonen. Et les pilotes doivent donc abandonner. Massa, lui, doit faire un 2e arrêt à cause d'un problème technique qui l'empêchait de refuel complètement pendant le premier arrêt. Les deux pilotes BMW sont donc premiers
est deuxième avec Kubica devant. Et à la fin de la course, Kubica reste devant son coéquipier. Première victoire d'un pilote polonais en Formule 1, c'est historique. Et en plus de ça, il prend la tête du championnat pilote et BMW la deuxième du championnat constructeur. Tout roule pour le mieux pour Robert Kubica et BMW, mais la fin de saison ne sera pas aussi belle. En effet, même si Robert Kubica a réalisé 3 autres podiums et finira 4e du championnat, à égalité avec Raikkonen qui est 3e, BMW, eux, après avoir obtenu la victoire, ils se sont focalisés sur la nouvelle réglementation qui arrive en 2009 et ont donc délaissé 2008. Mais s'ils s'attaquent aussitôt à 2009, ça promet du très lourd pour 2009 et BMW. Quand il y a une nouvelle réglementation en Formule 1, il existe 2 types de constructeurs. Le premier type, c'est ceux qui se concentrent toujours sur l'année en cours et donc continuent de développer la voiture actuelle, mais du coup délaissent du temps de développement pour la prochaine réglementation. Et il existe donc l'inverse, ceux qui délaissent l'année en cours et se focalisent énormément sur la nouvelle réglementation pour être ultra performants. Entre 2008 et 2009, BMW fait partie de la 2e catégorie. Et dans cette catégorie, il existe également 2 catégories de constructeurs. Ceux qui arrivent à trouver quelque chose de fabuleux dans cette réglementation et explosent la concurrence, et ceux qui ne trouvent rien. Et BMW fait partie de cette 2e catégorie aussi. La saison 2009 est historique en tout point, notamment grâce à l'écurie Brawn Grand Prix. Une seule saison, 8 victoires et les 2 titres à la fin de la saison, incroyable. Je vous conseille d'ailleurs la série Disney+, retraçant l'histoire de cette écurie, présentée par Keanu Reeves. C'est vraiment un banger. Mais revenons à Kubica. La première course en Australie se déroule bien. Il s'apprête à finir 2e, mais à 3 tours de la fin, le pilote polonais se fait faucher par Vettel et s'encastre dans le mur quelques mètres plus loin. Il finira par abandonner. Voilà, j'ai résumé la saison 2009 de Robert Kubica. C'est un peu triste. La BMW est vraiment mal née en 2009 et ça galère de fou. Il finit quand même 2e au Brésil à la fin de la saison, mais c'est tout. 14e au championnat, 17 points seulement. En plus de son mauvais classement, BMW annonce sa fin en Formule 1 à la fin de la saison 2009. C'est un peu triste, ce qui fait que Robert Kubica, il a plus de volant en 2010. Mais il va s'ouvrir une petite porte pour Robert qui fait qu'il va rester en F1 en 2010. En 2010, Alonso part chez Ferrari pour essayer d'emporter un 3e titre mondial. Quant à Romain Grosjean, il n'est pas reconduit par Renault pour cette nouvelle saison. Ce qui fait que Renault, ils n'ont plus aucun pilote pour 2010. Ils prennent donc un pilote payant, le russe Vitaly Petrov, premier pilote russe de l'histoire, et ils accueillent évidemment Robert Kubica. Cette saison-là, 3 écuries dominent la concurrence, avec une lutte intense presque chaque week-end. Red Bull, Ferrari et McLaren sont les forces à battre. Même si Mercedes était là quelquefois aussi, on peut ajouter un 9e pilote à l'équation, Robert Kubica. Il était toujours là. Il y avait toujours cette belle voiture jaune qui était dans le pack. C'était impressionnant. Sa voiture était moins bonne, mais Robert Kubica était vraiment au-dessus du lot. Il finit sur 3 podiums dans la saison. En Australie, dans des conditions météo terribles, à Monaco, après une qualification parfaite, puis un dernier à Spa-Francorchamps. On notera aussi ses magnifiques manœuvres lors du Grand Prix de Singapour, où il passe de la 12e à la 7e place très rapidement, à cause d'un arrêt forcé suite à une crevaison. Bref, Kubica impressionne. On le voit. On fait vraiment partie de ces pilotes spéciaux qui méritent d'être champion du monde un jour. Il finit 8e du championnat avec 136 points, à seulement 8 points derrière son véritable rival, le pilote Ferrari, Felipe Massa. Et oui, car c'est Kubica qui est pressenti pour remplacer le Brésilien chez la Scuderia. Des rumeurs que ce serait même à partir de la saison 2012, car en 2011, Massa est reconduit. Tout comme Kubica qui reste chez Renault, qui sera d'ailleurs Lotus dès 2011. La marque anglaise aux couleurs noires et or sont de retour, et leurs pilotes sont toujours Kubica et Petrov. Et lors des essais de pré-saison, c'est Kubica qui s'est montré le plus rapide de tous les pilotes de F1. Ça sent vachement bon, non ? Le 6 février 2011, Kubica, grand passionné de rallye, décide de participer au rallye de la Ronde di Andorra à bord d'une magnifique Skoda Fabia Super 2000. Mais lors d'un virage à droite, sa voiture patine et l'arrière gauche de sa voiture heurte une barrière. Cela fait dévier de l'avant de la voiture sur cette même barrière, mais arrive pile poil au niveau d'une nouvelle lame de la barrière qui abaisse la première et fait pénétrer la suivante dans le cockpit de la voiture, en plein dans le corps du pilote polonais. Pendant plus d'une heure, Robert Kubica va rester coincé dans sa voiture, à peine conscient. Les secours arrivent après cette heure et le transfèrent directement à l'hôpital le plus proche. Et les opérations ont duré plus de 7 heures. Robert Kubica en ressort vivant, mais avec un bras droit presque inutilisable, tout atrophié, une jambe droite très endommagée aussi, et ses rêves de grand pilote ont l'air de s'échapper. Lotus choisit donc Nick Heidfeld comme nouveau pilote pour son écurie, et personne ne s'attend à voir le pilote polonais revenir en Formule 1. Cet accident fait extrêmement mal à l'image du pilote, et on sent vraiment une vague de soutien de tout le monde du sport automobile. Et ça fait extrêmement plaisir. Mais même on peut donner tout le soutien qu'on veut, on voit vraiment
peu de chance pour que Robert Kubica puisse réintégrer la Formule 1 à nouveau. Ça paraît très compliqué. Mais il y a un gars qui y croit plus que tout, c'est Robert Kubica. Même si l'accident a endommagé son corps, ce n'est pas le cas de son esprit. Et Robert Kubica va se battre et se rééduquer extrêmement fort pour pouvoir revenir en compétition. Et c'est en 2013 que l'on revoit Kubica sur les circuits. Et en rallye, lors de la saison 2013, il participe à bord d'une Citroën DS3, le championnat WRC2. Lors de la première course au Portugal, il se montre très compétitif, mais ne finit que 6e à cause de problèmes techniques et d'un léger accident. Il participe à 6 autres des manches du championnat, donc il en aura fait 7 sur 13, mais il gagnera 5 d'entre elles et 2e à l'autre, lui permettant de gagner le championnat WRC2 haut la main. Il passe donc au WRC dès 2014 à temps plein, car il avait fait quelques courses en 2013. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il finira que quelques fois dans les points, mais son passage n'est pas très brillant. En 2016, c'est quasiment une année blanche pour Robert Kubica, mais en 2017, ça enchaîne. Il participe déjà en janvier aux 24 heures de Dubaï, une grande course de GT à bord du 911 GT3. Mais son équipage devra abandonner. Il a aussi signé avec Bikeoles pour la saison du WEC 2017. En effet, il a participé au Rookie Test de 2016 avec cette voiture et a été plus rapide que toutes les séances du week-end pour cette voiture lors de la vraie course. Au final, Kubica annonce qu'il ne fera pas la saison dans cette voiture. J'allais presque le voir au Mans, dommage. J'espère qu'il y retournera un jour. Mais une chose est sûre, il veut revenir en Formule 1 et certaines personnes sont prêtes à tout pour voir ce rêve se réaliser. Le 24 juillet 2017, Kubica participe au test privé d'après le Grand Prix de Hongrie, où toutes les équipes font des tests, et Kubica y participe au volant de la Renault. Il finira 4e de ces tests après avoir fait 142 tours, 1,5 secondes derrière le meilleur chrono de Vettel chez Ferrari. Tout le monde, sans exception, était heureux de revoir le pilote polonais en piste. C'était génial. À la fin de la saison, et suite au départ en retraite de Felipe Massa, Kubica participe au test de fin de saison de Williams, qui cherche donc un autre pilote aux côtés de Lance Stroll. Et il se débrouille très bien, avec le 7e meilleur chrono, et plus de 100 tours effectués. Mais au final, c'est Sergei Sirotkin, le russe, qui est sélectionné à sa place. Kubica aura en 2018 un rôle de 3e pilote. Et comme à l'époque de BMW Sauber, il fera quelques vendredis, de temps en temps, quelques séances d'essais libres, et il battra plusieurs fois les chronos de Lance Stroll et Sergei Sirotkin, alors qu'il a un bras en moins. Mais à la fin de la saison 2008, aucun des deux pilotes Williams n'est reconduit. Sergei Sirotkin est vraiment trop nul, et Lance Stroll part chez Force India. Les deux baquets de Williams sont donc libres. Ils choisissent George Russell, rookie, protégé de Mercedes F1, et en deuxième pilote, ils prennent donc Robert Kubica. Quel bonheur de revoir Robert Kubica en Formule 1 8 ans après son terrible accident. C'est vraiment impressionnant. Mais hélas, le bonheur ne sera qu'au niveau de son arrivée, parce que la saison 2019, elle est très compliquée pour Robert Kubica. Pour plusieurs raisons. Et la première, c'est à cause des nouvelles Formule 1. En 2017 est arrivée une nouvelle réglementation, l'on appelle les F1 Tank, où l'appui au sol a drastiquement augmenté. Les voitures sont plus longues, plus larges, les ailerons sont plus importants, ce qui fait que les vitesses en virage ont drastiquement augmenté, surtout dans les virages rapides. À titre de comparaison, la pole en Australie en 2016 était de 1 minute 23 837, alors qu'en 2017, c'est 1 minute 22 188. Plus d'une seconde 5 plus rapide. C'est énorme. Mais du coup, ces voitures demandent énormément de travail d'un point de vue conditions physiques. Tous les pilotes ont pris en masse musculaire. Tous les pilotes sont devenus beaucoup plus résistants. Et je rappelle que malheureusement, Robert Kubica, il a quasiment un bras en moins. Il est quasiment handicapé avec son accident. Déjà, vu que son bras droit et sa main droite sont presque inutilisables, sa palette qui passe les vitesses et celle qui rétrograde sont toutes les deux du côté gauche. Et son bras gauche prend presque toute la puissance de ses deux bras pour tourner le volant. Sur un tour, pourquoi pas, mais sur la durée d'un Grand Prix, ça risque d'être très compliqué pour lui. Et si en plus on ajoute que la Williams de 2019 est la pire voiture du plateau et de très très loin, ça n'améliore rien du tout. Williams a sûrement vécu sa pire saison en Formule 1 en 2019, à cause de cette voiture qui est très mal née. George Russell finit très très loin de la concurrence à chaque Grand Prix, et à cause de son handicap et de la longueur des Grands Prix, Kubica ne tient pas physiquement et finit lui aussi très loin de George Russell. Cependant, le seul point de l'équipe est pour Robert Kubica en Allemagne, avec une 10e place. D'ailleurs, l'un des deux seuls Grands Prix de la saison où Robert Kubica finit devant George Russell. Ouais, c'était très compliqué pour Kubica. Kubica n'est pas reconduit par Williams en 2020, et il est remplacé par Nicolas Latifi. Il peut dire au revoir à ses rêves de Formule 1. À cause de son handicap, la F1 d'aujourd'hui est devenue trop difficile pour Robert Kubica. Il devient cependant pilote d'essai de Alfa Romeo Sauber,
l'équipe de ses débuts à partir de 2020 du coup. En 2021 d'ailleurs, Raikkonen est testé positif au Covid-19 et Kubica le remplace lors de 2 Grands Prix, aux Pays-Bas et en Italie, où il finit 14e et 15e. Ce seront ses derniers Grands Prix en Formule 1. Kubica en Formule 1, c'est 99 Grands Prix, une pole position, 12 podiums et une victoire entre 2006 et 2021. Un palmarès qui peut paraître maigre pour certains, mais je rappelle que sur les 776 pilotes ayant fait de la Formule 1, seuls 115 ont gagné une course. Pour info, 115 personnes, c'est genre la capacité d'un tramway. Mais oui, sa carrière en F1 aurait pu être plus belle sans un accident, mais l'histoire a été écrite ainsi. Et après la Formule 1, Robert Kubica trouve un nouveau refuge, un tout nouveau terrain de jeu, en endurance. Ce qui est cool avec l'endurance, et notamment la catégorie où il a roulé en premier, le LMP2, c'est qu'elles sont beaucoup moins contraignantes physiquement par rapport à la Formule 1. Et donc, Kubica peut beaucoup mieux montrer son talent. Mais il commencera surtout par faire des piges en DTM, le championnat de tourisme allemand. En 2020, il va faire une saison entière avec une BMW M4 Turbo DTM et le team Orlen Team ART. Orlen étant le sponsor principal de Kubica. Mais il ne sera pas brillant. Il a quand même fait un podium à Zolder, mais c'est tout. Il finit 15e du championnat avec 20 petits points. Mais à partir de 2021, place au LMP2. En janvier 2021, il participe aux 24 heures de Daytona avec le High Class Racing. Mais la voiture abandonnera très tôt dans la course à cause d'un problème de boîte de vitesse. Mais c'est cette année, en 2021, que Robert Kubica tente pour la première fois le championnat européen d'endurance, le LMS, en catégorie LMP2, avec le team WRT. Ses 2 coéquipiers sont Yifeye et Louis Delettra. Avec cet équipage, ils vont gagner les 2 premières courses du championnat, à Barcelone et au Red Bull Ring, puis une 3e victoire à Spa, soit la moitié des courses du championnat, et permet à cet équipage d'être champion d'Europe d'endurance. Mais cette année-là, c'est également la première fois où WRT et Robert Kubica participent aux 24 heures du Mans. Et clairement, ça se passe super bien. La voiture se qualifie à la 2e place du LMP2 et mène une course royale qui dirige WRT vers la victoire au général, lors de sa première participation. Mais à un tour de la fin, alors que la voiture est en tête, elle abandonne pour soucis mécaniques. Rappel Toyota en 2016. La défaite est violente, cruelle, mais il va réessayer lors des prochaines éditions. À la fin de la saison 2021, lors des 2 dernières courses du WEC, Kubica retrouvera le High Class Racing et finira 8e lors de ces 2 courses, les 2 étant d'ailleurs à Bahreïn. En 2022, pas de LMS, on passe directement au WEC et toujours en LMP2, mais avec le team Prema. Il y a toujours Louis Delettra comme coéquipier, mais le 3e est Lorenzo Colombo. La saison est moyenne, aucun podium, sauf en 24 heures de Mans où ils finissent 2e, à quelques secondes du premier. Dommage. Et du coup, en 2022, l'équipage numéro 9 finit 5e du championnat, ce qui n'est pas si mal, car c'est sur 15 voitures quand même. Mais là, on passe en 2023. Et en 2023, Kubica reste en WEC, avec toujours Louis Delettra en coéquipier. Mais on aura Rui Andrade, un pilote angolais, comme nouveau coéquipier. Et surtout, il retourne chez WRT pour faire la dernière saison du LMP2 en WEC. Lors de la première course à Sebring, l'équipage termine 4e de la catégorie. Et ce sera leur pire résultat de la saison. 3 victoires, à Spa, Fuji et Bahreïn, puis 3 autres podiums, à Portimao, à Monza et au Mans, où il finira encore 2e derrière la voiture polonaise de l'Inter Europol Competition. Kubica finit la saison 2023 comme dernier champion du WEC en LMP2 avec une large avance. Pour finir avec son aventure en LMP2, en 2024, Kubica, encore avec Louis Delettra et l'anglais Johnny Edgar, refont le LMS en LMP2 et finissent une nouvelle fois champion avec le team AO by TF. Mais cette même saison 2024 marquera un tournant dans la vie de Robert Kubica. Pour la saison 2024, Robert Kubica prend une revanche sur la vie, une revanche sur son accident qui a empêché de continuer son rêve en Formule 1. Il signe un contrat comme pilote officiel Ferrari et rejoint le team AF Corse en hypercar pour le WEC et donc pour les 24 heures du Mans. Il sera dans la 3e voiture, la privée, numéro 83 à la couleur jaune éclatante. Elle devient visuellement l'une des attractions de l'année 2024. Ses coéquipiers sont Yifeye, puis côtoyé en LMP2 avec le team WRT en 2021, et Robert Schwarzman, l'Israélien. Au Qatar, lors de la première course de la saison, la Ferrari 83 termine 4e, meilleur Ferrari classé de la course. Imola et Spa sera moyen pour cet équipage, mais c'est au Mans que ça va se relever. Surtout pour Robert Kubica. La voiture part en 12e place et c'est Robert Kubica qui prend le départ. Et en un tour, la voiture est déjà 5e. Le départ est sensationnel. Dès que la pluie arrive au début de la course, la 83 se montre comme la meilleure sur ses conditions, prend la tête de la course et ne la lâche pas pendant toute la première partie de la course. Mais à la tombée de la nuit, Kubica, lors d'une manœuvre qui pour beaucoup est douteuse, pousse la BMW numéro 15 à qui elle mettait un tour dans les rails dans les Inaudières. Cela crée une safety car, ce qui va rassembler tout le monde et la voiture prend même une pénalité, ce qui va encore plus à la ralentir. Après la safety car de 4 heures à cause
cause de la pluie, la voiture fait quand même partie des 7 capables de gagner la course. Mais à 4 heures du but, la voiture rentre au stand, prend feu et doit malheureusement abandonner. Sur les 4 dernières courses de la saison, pas grand chose de grandiose. À part leur victoire bien sûr au Lone Star Le Mans, sur le circuit des Amériques au Texas, mais sinon c'était une fin de saison assez compliquée. Mais en tout cas, c'est la première victoire d'une voiture privée Ferrari en compétition dans le WEC. C'est également sa première victoire de la Ferrari 499P en dehors du circuit des 24 heures du Mans. Et cette victoire, elle est pour la Ferrari jaune de Robert Kubica. L'équipage finit 9e du championnat avec 57 points et moins bonne des 3 Ferrari dans le classement. Mais 2025 est clairement une autre saison et elle commence plutôt bien. Ferrari commence la saison en très grande forme, remportant les 4 premières courses de la saison. Pour la 83, Schwarzman se fait remplacer par Phil Hanson. Elle finit 2e au Qatar, 4e à Imola et rencontre des problèmes techniques à Spa et ne finira que 15e. Ferrari en général attaque Le Mans pour la première fois comme ultra favori et pour une fois les 3 Ferrari sont sur un même pied d'égalité. Et même si les 3 Italiennes ont raté leur qualification en rythme de course, elles étaient intouchables. Et durant cette édition, le manque de faits majeurs en piste fait que la course a été un sprint de 24 heures, où il était impossible de se relâcher. Kubica fera le dernier relais de la voiture pendant près de 4 heures et aura un rythme incroyable. La voiture résistera aux autres armadas de Ferrari, à l'armada de Porsche qui était très véloce, et permettra à Ferrari de remporter la course une 3e fois de suite, avec Robert Kubica comme pilote phare de l'équipage. Robert Kubica rentre dans le club très fermé des pilotes ayant remporté un Grand Prix de Formule 1 et les 24 heures du Mans. Mike Hawthorne, Phil Hill, Jochen Rindt, Graham Hill, Fernando Alonso, José González, Maurice Trintignant, Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini, Bruce McLaren, Dan Gurney, Pedro Rodriguez, Jackie X, Didier Pironi, Johnny Herbert, Jochen Mass, Michele Alboreto et maintenant Robert Kubica. La saison 2025 du WEC est toujours en cours et pour l'instant l'équipage de la Ferrari 83 est 2e du championnat, derrière la Ferrari 51. Et clairement, avec les 3 courses qu'il reste, rien n'est joué et Kubica peut aller chercher son 4e titre en endurance et son 1er en catégorie hypercar. Ça, c'est moi quand j'avais 8 ans, et donc en 2007. Et c'est donc à cette époque-là que je découvre le sport automobile et la Formule 1. Le crash de Kubica en 2007 m'a permis de le découvrir, m'a profondément choqué, et j'ai tout de suite eu de la compassion pour ce pilote. J'ai toujours aimé voir ce casque orange dans cette voiture blanche et bleue, trouver que ça rendait super bien. Et lors de Noël 2009, je reçois le jeu F1 2009, qui a été mon premier jeu de Formule 1 de toute ma vie. Quand j'ouvre le jeu, je lance donc ma carrière et 2 offres d'écurie s'offrent à moi, BMW et Toro Rosso. Et j'ai tout de suite choisi BMW parce que je trouvais la voiture bien plus jolie. Et mon coéquipier, c'était Robert Kubica. À chaque fois que j'ai lancé une carrière sur F1 2009, à chaque fois, c'était Robert Kubica mon coéquipier. Et j'en ai lancé des carrières sur ce jeu. Je me suis donc créé une affection énorme pour ce pilote. C'était mon pote, c'était mon bro, c'était celui avec qui j'allais chercher le plus de points possible. J'essayais même de ralentir les autres voitures pour essayer de le faire gagner. C'était vraiment incroyable. Mais en 2011, son accident m'a choqué. J'en avais marre de voir des pilotes que j'aimais se blesser ou rater complètement leur course. En 2009, je supportais Massa et il se prend un ressort dans la tête. En 2010, je supporte Peugeot au Mans et les 4 abandonnent. Et après, je suis fan de Robert Kubica et il se détruit le bras droit et la jambe droite lors d'un accident de rallye. J'étais profondément triste. Oui, j'ai suivi les saisons suivantes en 2012 et 2013, mais clairement, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait Robert Kubica. En 2012, mes parents ont inscrit ma sœur et moi à des camps internationaux où des Français allaient échanger avec des pays de différentes nationalités. Et le pays qu'on avait plus hâte à chaque fois de rencontrer, c'était les Polonais. Ils étaient géniaux. C'était vraiment des personnes gentilles, sympathiques, très agréables quoi. Vraiment, ça m'a donné envie de découvrir encore plus la culture polonaise. Mais bon, à part savoir dire bonjour, au revoir, merci, pastèque, je t'aime et va te faire foutre, je ne sais pas dire grand-chose en polonais. Mais ce contact avec la Pologne m'a fait encore plus aimer Robert Kubica. Et en plus de ça, pas loin de chez moi s'est installée une jeune famille avec des Polonais. Un des enfants de cette famille, qui avait quasiment mon âge, c'était un de mes meilleurs amis à l'époque. Pendant que Robert Kubica n'était pas là, tout dans ma vie faisait que j'aimais encore plus la Pologne. Et donc j'aimais encore plus Robert Kubica. En 2019, quand il est revenu en Formule 1, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je me suis dit, enfin, il est récompensé par la vie. Enfin, on le remet là où il était. Mais clairement, ça a été compliqué. Et sa fin de carrière en F1 fut assez triste au final. On a plus l'impression que c'était par simple gentillesse que par envie de performer. Et après, quand il est revenu en endurance,
ça m'a marqué aussi. Ça fait des années que j'aime les 24 heures du Mans et je me suis toujours dit que ce serait fou de voir des pilotes de Formule 1 arriver aux 24 heures du Mans. Nico Hülkenberg l'a fait en 2015, Alonso en 2018 et 2019, mais voir Kubica arriver en LMP2, ça m'a marqué. Et je faisais que de penser que de le voir dans une voiture ultra compétitive, ce serait fou. En 2024, quand je l'ai vu à bord de cette Ferrari jaune, ça m'a marqué. Et je voulais que cette voiture gagne. Et en 2025, je me souviens, lors du dernier relais, j'étais à Indianapolis, et clairement, à chaque fois que je voyais cette voiture, je me dis, non, c'est pas possible que ce pilote, 14 ans après son accident dramatique, arrive à gagner cette course. J'en revenais pas. Je me revoyais pendant toute la dernière heure de course, tous les souvenirs que j'avais avec lui et la Pologne. Et ça m'a marqué. J'ai ressenti des choses lors de sa victoire aux 24 heures du Mans 2025 que je n'avais jamais ressenti. Oui, la course ne fut pas la plus belle, mais toute l'affection que j'ai pour ce pilote m'a marqué plus que n'importe quelle édition des 24 heures du Mans. C'était impressionnant. C'était la première fois que je vois un pilote que j'ai suivi pendant tant d'années, que j'ai aimé suivre, que j'ai regardé, voir ses exploits, suivre sa rééducation. C'est la première fois que je vois ça, et c'est pour ça que l'édition des 24 heures du Mans 2025 m'a marqué énormément. Robert Kubica, c'est l'histoire d'un pilote pas comme les autres. Un pilote de talent pur qui aurait pu devenir champion du monde de Formule 1, mais le destin en a choisi autrement avec cet accident très violent qui l'a dévié de sa trajectoire. Pourtant, au lieu de s'effondrer à cause de cet accident, il s'est relevé, encore plus fort, encore plus déterminé. Et il n'a jamais abandonné sa réelle passion. Il s'est retrouvé un vrai bonheur en endurance, là où le mental et le cœur sont peut-être plus d'importance que le bras droit, et c'est là qu'il a pu se réinventer. Aujourd'hui, il est enfin récompensé après toutes ces années de combat en ayant remporté les 24 heures du Mans 2025 à bord d'une Ferrari, là où il aurait dû continuer sa saison de Formule 1 sans son accident. Il a remporté, avec le constructeur italien, la course la plus prestigieuse du sport automobile. Robert Kubica n'est peut-être pas le pilote le plus titré, ni le plus célèbre aux yeux du grand public, mais quand on connaît son histoire, on sent qu'il incarne quelque chose de bien plus important. La résilience, le courage et la fidélité à ses rêves. Et ça, aucune statistique ne pourra le montrer.